Alors, la semaine dernière, je vous ai donné des exemples d'enseignement professionnel dispensés à des personnes se destinant au métier de la gestion, en partant de tablettes isolées, dont la longueur était finalement assez réduite, puisqu'il s'agissait de tablettes isolées, ne permettant pas une grande variété ni un grand nombre d'exercices. Nous avions vu que souvent il y avait un texte juridique et une série de tables arithmétiques de base. Nous avons vu que cela était malgré tout suffisant pour voir dans l'enseignement, dont ces tablettes sont le témoignage, non pas une formation scolaire de type classique dispensée dans une école de premier degré, mais une formation spécialisée. Le problème, c'est que le corpus de textes que j'ai rassemblé est assez limité et ne permettait pas d'avoir une idée très nette de l'ampleur de cette formation reçue par nos apprentis managers. Alors, une publication de 2009 a changé la donne, puisque cette année-là, Roger Bagnall et Alexander Jones ont publié sous le nom de PMath, papyrus de mathématiques, un tout à fait remarquable codex de 12 folios de papyrus datant du IIIe quart du IVe siècle après Jésus-Christ et acquis par le biais du marché des antiquités. Alors, 9 folios ont été achetés par le propriétaire anonyme de ce que nous appelons maintenant le palimpseste d'Archimède, tandis que 3 ont été acquis par Lloyd Costain et donnés à la Costain Children's Library de l'université de Princeton, comme, si vous vous souvenez, le livre de maître d'école copte que nous avions étudié l'an dernier, le P. Costain Princeton 1. Alors, il semble que ce codex de papyrus, lorsqu'il a surgi sur le marché, comptait initialement au moins 5 folios supplémentaires qui doivent aujourd'hui se trouver dans une ou plusieurs collections privées non identifiées. Alors, ce codex est constitué de feuillets cousus ensemble. Alors maintenant, les pages ont été, évidemment, les folios ont été séparés et mis sous verre. Donc un codex de feuillets cousus ensemble dont les dimensions originales étaient d'environ 32 cm de haut et 30 cm de large. Sa provenance, d'après les informations orales fournies par les acteurs de la découverte clandestine, est évidemment, comme toujours, impossible à vérifier, serait une tombe dans le Gebel Carrara. Alors, c'est une provenance dont nous aurons l'occasion que nous aurons l'occasion de rencontrer à nouveau pour des tablettes d'enseignement professionnel que je vous montrerai à la fin de ce cycle de cours. La coïncidence incite pour une fois à ne pas balayer d'un revers de main les informations souvent intentionnellement erronées que fournissent les marchands d'antiquités ou les témoins de trouvailles clandestines pour ne pas qu'on puisse remonter à ces personnes. Alors Carrara se trouve dans le nome oxyrhynchite, auquel renvoient de façon certaine quelques textes de notre codex, et qui est aussi la provenance, je ne sais pas si vous en souvenez, des tablettes de Yale que je vous ai montrées la semaine dernière, ainsi que d'autres tablettes d'ailleurs de même nature. Nous pouvons donc affirmer avec certitude que ce codex provient de cette région. Alors, que contient-il ? Alors, comme les tablettes que je vous ai montrées la semaine dernière, son contenu est hybride, puisqu'il comprend à la fois des textes relevant du monde des lettres et de celui qui relève du monde des chiffres. Alors, ils sont, et ça c'est important de le signaler, ils sont tous de la même main. Alors, une première série de textes est constituée de documents juridiques, de contrats. Alors, il y en a 3. Il y a 2 contrats de prêt. Alors, c'est le numéro I3, qui est un prêt d'argent. Vous voyez la formule
typique que nous avons, enfin le formulaire typique que nous avons dans les contrats de prêt de cette époque. Et en voilà un second, qui est le numéro H3. Et enfin, un contrat de mise à bail d'un... Pardon, H3, c'est le suivant, c'est un contrat de mise à bail d'un terrain. Et vous voyez qu'avec les contrats de prêt et ce contrat de location, de mise en location, eh bien, nous retrouvons les catégories de contrats que les tablettes que je vous ai montrées la semaine dernière avaient déjà livrées, c'est-à-dire des transactions relativement simples et liées à des activités qu'un intendant de domaine se devait de maîtriser. Alors, les éditeurs de ce codex parlent de model contracts, de contrats modèles pour les différencier de vrais contrats, qu'ils soient sous la forme de brouillons, de misonnettes ou de copies. Alors, encore faut-il s'entendre sur le mot modèle, qui peut être ambigu. Dans le cas présent, il ne s'agit pas de texte destiné à servir de canevas ou de prototype pour la rédaction de véritables contrats, mais plutôt d'exercices de rédaction de contrats que des élèves composent ou des exemples de contrats potentiellement réels qu'ils recopient pour assimiler le formulaire des divergents documentaires. Contrairement à d'autres textes livrés par la documentation papyrologique, les exemples de contrats n'ont pas été anonymisés. Vous voyez que vous avez encore le nom des contractants. Ici, un Flavius Diogène. Donc ces contrats n'ont pas été anonymisés ni purgés des éléments variants, date, lieu, quantité ou somme à payer ou à recevoir, etc. Comme, évidemment, on s'y attendrait pour de vrais modèles qui serviraient de prototype à des contrats. En soi, ces textes pourraient être de vrais contrats, à ceci près qu'ils ne comportent pas de souscription du contractant et des témoins qui devraient se situer à la fin du contrat. Vous savez, ces souscriptions qui sont apposées par celui qui, par le contractant et les témoins, de leurs propres mains et qui valident la transaction. Alors la deuxième série de textes de notre codex est de nature mathématique. Il s'agit de 44 problèmes, ce qui en fait, sinon la plus importante collection de problèmes mathématiques sur papyrus, du moins la plus variée. Alors, pour information, je vous montre celui qui a actuellement la palme du nombre le papyrus qui a la palme du nombre de problèmes mathématiques. Il s'agit de ce qu'on appelle le papyrus mathématique d'Achmim, qui se trouve au Caire, et qui est un codex du VIe siècle qui contient 50 problèmes mathématiques. Alors, notre papyrus n'est pas celui qui contient le plus grand nombre de problèmes mathématiques, mais c'est probablement celui qui contient le nombre d'exercices le plus hétérogène, le plus varié. Alors, les problèmes ont pour but de trouver un résultat à partir de scénarios qui servent de point de départ et qui, quand ils ne sont pas purement abstraits, sont empruntés à des situations concrètes qui relèvent du monde rural. Il est question de brèches de digues, de canals d'irrigation, de nombre de briques nécessaires pour construire une tour, de chargement ou de déchargement de bateaux, de creusement de trous, de greniers à blé de formes différentes, certains sont voûtés, d'autres pas, de vignes, de cuves, de pressoirs à vin, etc. Ils peuvent être complétés par des schémas. Vous en voyez un ici à l'écran. Alors l'approche pour résoudre les problèmes est une approche algorithmique, à savoir que l'élève doit passer par une série d'opérations arithmétiques qu'il lui faut maîtriser, addition, soustraction, multiplication, division, racine carrée, pour aboutir à un résultat. Alors, je vais vous en montrer juste 3 exemples. Voici le premier, le numéro C5.
qui a pour but de calculer un volume et qui, en plus, comme je vous le disais, est agrémenté d'un schéma. Alors, je vous lis la traduction. Une tranchée d'un canal d'une longueur de 2 skoïnia, un quart. Donc là, vous allez rencontrer beaucoup de noms de mesure, j'aurai l'occasion d'y revenir. Donc de 2 skoïnia, un quart, d'une largeur de 30 xyla et d'une profondeur de 5 coudées. Pour calculer le volume, on procède comme suit. Un skonion contient 96 coudées. 2 un quart fois 96, le résultat est 216. Et un xylone contient 3 coudées. 3 fois 30, le résultat est 90. 90 fois 216, le résultat est 19 440. Multiplié par la profondeur, 5 coudées, le résultat est 97 200. Pour convertir en nobia, je divise par 27, le résultat est 3600. L'auriez-vous trouvé? Alors, l'exercice suivant, c'est un échantillonnage que je vous présente, est cette fois-ci un calcul de surface. Un champ pour les vignes, du sud au nord, 30 coudées. Sous-entendu, fait 30 coudées. D'ouest en est, 20 coudées. Pour savoir combien de vignes il faut contenir, et là, il manque une information importante que l'élève a oublié de noter, mais qui va de soi pour arriver à ce résultat, en considérant qu'une vigne occupe 4 coudées carrées. Donc, combien de vignes il peut contenir? Pour le savoir, 30 fois 20, le résultat est 600. Un quart de ça, le résultat est 150. Donc, le champ peut contenir 150 vignes. Et enfin, dernier exemple, qui est aussi un calcul de volume, avec un petit dessin. Et cette fois-ci, on est dans le domaine des greniers, des thésauroïs. Vous savez, ces espèces de ces greniers à céréales, qui est très important dans la vie rurale, puisque c'est là qu'on stockait les céréales. Un grenier triangulaire qui fait 20 coudées de long, 30 coudées de large et 6 coudées de haut. Pour calculer les artabes qu'il contient, on procède ainsi. On multiplie la largeur par la longueur, soit 20 par 30, ça donne 600. On prend un quart de ce résultat, soit 150, on multiplie par la hauteur, soit 6 coudées, le résultat est 900. 900 fois 3, un quart, un huitième. N'oubliez pas que dans le système de l'époque, on était obligé d'utiliser des fractions au-delà de la virgule. Donc 3, un quart, un huitième, le résultat est 3037, un demi. Alors, vous voyez, ce sont des exercices finalement assez élémentaires. D'autres sont beaucoup plus complexes, je vous les épargne. À ces exercices mathématiques, s'ajoute une troisième catégorie de textes qui va être une nouveauté, puisque nous ne l'avions pas rencontrée dans les tablettes. Et cette troisième catégorie de textes vient donc compléter l'enseignement dont témoigne notre codex. Il s'agit de textes de nature métrologique, autrement dit relatifs aux mesures. Ils sont au nombre de 5. Alors, les mesures, qu'elles soient de capacité, de poids, de longueur, de surface, pouvaient être pour les anciens un véritable casse-tête, puisqu'on vit dans un monde non globalisé à l'époque où l'uniformité n'était pas de mise, même à l'intérieur d'une même province de l'Empire. Les anciens devaient donc maîtriser, comme ça a été le cas sous la France de l'Ancien Régime et même encore après, les anciens devaient donc de maîtriser une multitude de mesures. C'est ainsi que le texte G1 que je vous montre fait la liste des mesures de longueur et de surface classées par ordre de grandeur. Donc vous voyez, je vous lis juste les premières lignes. Les mesures sont les suivantes: doigt, paume, licasse, spitame, pied, pigone, coudée, pas, xylone, brasse, roseau, acaïna, hama, plétrone, skoinon, stade, diolone, dolikos, là vous avez une lacune dans le papyrus, mille, parasan,
skoinos qui s'appelle dodécaticone. Il rajoute, parce que ce n'était pas fini, il y a la lora, l'amphidole, la brasse, encore une lacune dans le papyrus. Parmi ces mesures, la plus petite est le doigt. 2 pommes font un lycas, 3 pommes font un spitam, 4 pommes font un pied ptolémaïque. Il s'agit là du pied égyptien, car il y a aussi le pied italien, qui fait 13 doigts 1 tiers. Le pied du charpentier, qui fait 13 doigts 2 tiers, etc. etc. Bon. Donc vous voyez que même une même mesure, enfin, qui porte un nom unique, pouvait être susceptible de varier. Vous remarquerez en passant que ces différentes mesures sont séparées dans le papyrus par des petits traits obliques qui permettent donc, nous sommes dans le système de l'inscription continue, c'est-à-dire qu'on ne met pas d'espace entre les mots, et donc ça peut évidemment provoquer ce qu'on appelle techniquement des mécoupures, des mauvaises lectures de la part de celui qui écrit ou de celui surtout qui lit, et donc là on a pris la peine de séparer les mots par des traits, ce qui est typique, disons, d'une ambiance d'enseignement. Alors, il s'agit là d'une liste avec quelques tentatives de différenciation selon des systèmes concurrents, mais outre qu'elles pouvaient varier en valeur d'un endroit à l'autre, on l'a vu avec le pied ptolémaïque ou le pied égyptien et le pied italien, les diverses unités de mesure relevant d'un même ordre, capacité, poids, longueur ou surface, renvoyaient à des systèmes de base différents, contrairement à notre système décimal. Pour pallier les incommodités de la multiplicité des systèmes métrologiques, eh bien, on a établi des tables de concordance entre les mesures de même ordre qu'il fallait apprendre par cœur. L'extrait que je viens de vous lire donne quelques correspondances, quand il dit 2 pommes font un lycas, 3 pommes font un spitam, etc. Mais pas de façon aussi systématique que ne le fait le texte H1, qui offre les équivalences pour chacune des mesures de longueur et puis ensuite de capacité, à tour de rôle dans l'ordre décroissant. Alors, je vous lirai juste le début. Le skoinon du géomètre fait 8 hamata, 16 roseaux, 32 xula, 48 pas, 96 coudées, 144 pieds, 192 pitam, 288 lycades, 576 pommes, 2304 doigts. Et ensuite, il passe à la mesure suivante. Le hama fait 2 roseaux, 4 xylas, 6 pas, 12 coudées, 18 pieds, 24 spitam, 36 lycades, 72 pommes, 288 doigts. Le roseau fait 2 xylas, etc., etc. Et donc, vous voyez, chaque mesure est prise l'une à la suite de l'autre, avec des équivalences, avec toutes les autres mesures dans l'ordre croissant. Alors, aujourd'hui, on ne procéderait plus comme ça. On utiliserait plutôt un schéma de ce type, mais finalement, le résultat revient au même. Alors, voilà donc le contenu de ce codex tout à fait exceptionnel. Alors, il faut maintenant nous poser la question de sa nature. S'agit-il d'un cahier de cours d'élèves ou s'agit-il du livre d'un professeur ? Quand on feuillette le cahier, on constate qu'il comporte des décorations. Vous en avez vu quelques-unes, décorations de plusieurs types qui servent de séparation entre les exercices ou de remplissage à la fin des pages laissées en blanc. Là, vous avez par exemple une croix à l'égyptienne, la croix Ankh, qui est accompagnée de palmettes ainsi qu'une petite décoration horizontale. Vous pouvez aussi avoir des spirales, comme ici, avec, là encore, une palme, et puis aussi une décoration horizontale. On a d'autres types de décorations. On retrouve ici la palme, ici on retrouve un motif un petit peu différent, là encore horizontal. Alors, ce type de décoration pourrait orienter vers la seconde solution, c'est-à-dire un livre de maître. Un professeur aurait soigné la présentation d'un livre qui allait lui servir pendant de longues années. On note aussi l'absence de gros raturages qui semblent a priori aller à l'encontre de l'hypothèse d'un cahier dans lequel un élève aurait pris des notes.
L'écriture, enfin, c'est quand même un critère tout à fait essentiel pour déterminer la nature de notre texte. Cette écriture est relativement aisée, comme vous pouvez le voir, mais sans être cependant celle d'un professionnel. Et donc, du coup, cette constatation un peu mitigée irait, elle, plutôt dans le sens d'un élève suivant une formation spécialisée, autrement dit, de quelqu'un qui est déjà bien à l'aise avec l'écriture, qu'il a appris il y a longtemps, sans avoir pour autant atteint, disons, l'aisance d'un professionnel. Alors, au-delà de la forme de ce codex, quand on regarde de plus près le texte, eh bien là, on n'a plus de doute. Les indices se multiplient en faveur de l'hypothèse d'un cahier d'élèves. Regardez la paracritique juste de cette page. La paracritique recense toutes les fautes commises par l'élève. Vous voyez, toutes les fautes sont précédées par un L pour dire lire, c'est-à-dire que vous avez la forme, par exemple, uko, et ici, il faut lire oiku. Donc vous voyez qu'il y a énormément de fautes. Ce codex pullule d'erreurs de grec dans une proportion bien supérieure à ce qu'on peut attendre de quelqu'un qui aurait reçu une bonne formation chez un grammaticos, et à plus forte raison qui aurait été déjà un professionnel. Non seulement l'auteur de ce cahier estropie nombre de mots, vous l'avez avec le mot oikos, maison, qui est un mot de base, mais vous trouvez aussi, par exemple, l'article. L'article, on ne peut pas trouver mot plus fréquent qu'un article en grec. Eh bien, vous avez ici to, qui est orthographié do, avec le problème entre la sonore et la non sonore. Donc, non seulement il estropie un certain nombre de mots, mais il donne aussi l'impression de ne pas toujours comprendre ce qu'il est en train d'écrire. S'il maîtrise bien l'arithmétique, il connaît bien ses multiplications, ses additions, etc., il fait souvent des erreurs dans les procédures algorithmiques au point d'aboutir à des absurdités. L'ensemble de ces indices incite à conclure que nous avons affaire à un cahier écrit par l'élève. Alors, il s'agit probablement d'une mise au propre de ces notes de course qui expliquent l'apparence assez soignée du cahier, les décorations, en même temps d'ailleurs que le mélange de fautes de nature orale et écrite, puisqu'il a commis des erreurs dans la prise de notes de l'enseignement oral, mais aussi il a commis des erreurs de copie dans la mise au net de ces notes. Alors une telle solution explique aussi l'absence totale d'ordre dans la nature des textes. La rédaction ou la copie de documents juridiques, les exercices mathématiques, les problèmes ou les textes métrologiques se mêlent dans le plus grand désordre, ce qu'aurait certainement évité le maître s'il avait dû se constituer un livre de référence où les exercices certainement auraient été classés selon leur nature. On saisit donc sur le vif, grâce à ce codex, le déroulement de cet enseignement qui passe par des exercices de documents juridiques, aux documents mathématiques et métrologiques en les alternant. On voit aussi que cet enseignement ne suivait pas nécessairement une progression, ce qui peut expliquer les difficultés que notre élève a rencontrées dans certains problèmes pour lesquels il lui manquait des bases. Là, il y a probablement un problème pédagogique. Et enfin, on notera que les contrats et les parties métrologiques, quand elles n'occupent pas une page entière, sont toujours en position initiale. Ça, c'est une des pages du codex. Donc, elles occupent toujours la position initiale, suivie par les problèmes mathématiques, comme si les cours étaient organisés principalement autour de ces deux matières et que les exercices mathématiques n'intervenaient que dans le temps qui restait après l'étude des contrats et des mesures. Alors, en ce qui concerne le faciès de cet enseignement, eh bien, il se fixe comme objectif l'acquisition de compétences techniques qui correspondent à celles attendues chez des personnes gérant ou administrant des propriétés foncières. Le type de documents avec lesquels elles se familiarisent, prêt, location, vente à terme, sont précisément ceux liés à
aux activités économiques d'un domaine agricole. Quant aux problèmes mathématiques, il renvoie très expressément à des situations propres au monde agricole. Calcul de surface de champs, du nombre de vignes, on l'a vu, dans un vignoble, creusement ou entretien de canaux d'irrigation. Vous savez combien l'irrigation est centrale dans l'agriculture égyptienne. Réalisation de divers types d'excavations, construction de tours qui servaient justement à la surveillance des champs, évaluation du volume de greniers à céréales selon leur forme ou de cuves de pressoir à vin, paiement des impôts, ça j'aurais pu vous donner des exemples de nature fiscale, mais il est aussi question du paiement des impôts et du salaire d'un ânier, donc rémunération des employés. Voilà qui offre un échantillon très varié des divers problèmes auxquels un intendant de domaine agricole était confronté tous les jours. Ainsi, ce codex est une contribution majeure à la compréhension de la formation de ce type d'agents dont le nombre n'a cessé de croître dans l'Antiquité tardive du fait d'une situation socio-économique que j'ai eu l'occasion de vous rappeler la semaine dernière. S'il est loin d'en être l'unique exemple, ce codex est le premier à nous offrir une image homogène, aussi complète et aussi détaillée. Le seul regret qu'on puisse avoir à son sujet, c'est que les conditions de sa découverte clandestine, ne permettent pas de l'insérer dans un contexte historique précis. Ce contexte dans lequel étaient dispensées ces formations professionnelles est cependant mieux connu depuis les travaux tout récents que Giuseppina Azzarello a menés sur un ensemble de documents provenant d'Oxyrhynchos et plus particulièrement des archives de la célèbre famille des Apions, sur laquelle je vais revenir dans quelques minutes. Alors, regardons vite ces textes d'un peu plus près. Je ne vous les montrerai pas toutes, mais disons peut-être les plus significatifs. Vous avez ici un papyrus de Princeton, papyrus Princeton 296, qui est un compte de salaire qui date de 566-567, qui a été réutilisé comme exercice. Vous voyez ici les entrées du compte, et vous voyez qu'on a inséré, à certaines lignes, dans l'interligne, on a inséré du texte. En fait, c'est le texte, c'est la ligne qui a été reproduite dans l'interligne par quelqu'un d'autre. Et vous voyez qu'il y a aussi du texte qui a été rajouté à 90 degrés ici, dans certaines parties laissées vacantes. Et sur le dernier feuillet, vous aviez cette partie laissée vierge, et là aussi, quelqu'un s'est amusé à copier un texte. Alors, quand on regarde ces ajouts postérieurs au vrai compte, à la vraie comptabilité, que voit-on? Eh bien, tout d'abord, on a une phrase qui a été répétée plusieurs fois. À Flavius Appion, le famosissime et très excellent consul ordinaire, nous sommes à l'époque byzantine, on aime ce type de titre, de superlatif, famosissime, très fameux, etc. Le famosissime et très excellent consul ordinaire, grand propriétaire, ici aussi dans l'illustre cité des Oxyrhynchites, compte des recettes et des dépenses établies ou comptabilisées par mois. Et puis, vous voyez qu'ensuite, cette phrase a été répétée à nouveau, lemata kai analomata, compte et dépenses, tes logizomenes, peut-être, c'est un mot abrégé très bizarre qu'on ne trouve jamais dans ce contexte ailleurs, donc serait-ce une particularité de notre apprenti scribe, je ne sais pas. Donc compte et dépenses de la 14e indiction. Et puis, au-dessus, juste au-dessus, vous voyez qu'il a commencé par écrire le début de la phrase précédente, à Flavius Appion, qu'il a barré, et ensuite il a reproduit à nouveau la même séquence, compte et dépenses de la 14 indiction. Et
Au-dessus, mais cette fois-ci, tête bêche, à nouveau la même phrase, hein, compte et dépenses de la 14e indiction. Puis, en haut à gauche, dans une grosse écriture, mais malgré tout assez soignée, il l'a répété 4 fois, le même mot abrégé, skidarion. Skidarion, skidarion, skidarion. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, cette phrase qu'on a vue tout à l'heure, répétée, eh bien, il s'agit là d'un début de comptabilité de recettes et de dépenses que l'on trouve rédigé dans les mêmes termes, par exemple, dans ce papyrus d'Oxyrhynchos 2019. Il s'agit d'une vraie comptabilité, hein, pas un exercice, une vraie comptabilité, et vous retrouvez exactement le même formulaire. Hein, j'ai mis en rouge ce qui est identique à notre exercice, hein, à Flavius Appion, le famosissime et très excellent consul, etc. etc. Alors là, ici, c'est à Flavius Appion, le famosissime et gloriosissime. Vous avez une petite variation sur l'épithète honorifique, comte des très dévots domestiques, ex-consul ordinaire, grand propriétaire, ici aussi, dans l'illustre cité des Oxyrhynchites, compte des recettes et dépenses établies par moi, Jean, fils de Philoxème, pronoète. Pronoète, c'est un intendant. J'aurai l'occasion de revenir sur ce mot. Alors, vous voyez que le scripteur responsable de ces lignes s'est donc exercé à partir d'un document réel, préexistant et probablement obsolète, non seulement à la rédaction d'une comptabilité selon le formulaire qui était en usage dans l'administration des bureaux des domaines des Appions, mais aussi dans ce style d'écriture tout à fait caractéristique et propre à ces documents, hein, cette écriture extrêmement droite et extrêmement étirée. C'est un style sur lequel j'aurai l'occasion de revenir dans un prochain cours, plus spécifiquement sur l'enseignement des styles d'écriture qui étaient indispensables dans tous les métiers qui s'appuient sur l'écrit. Et notre élève, finalement, il est plutôt bien arrivé parce que quand on regarde ça, on se dit bah, ça pourrait très bien être un professionnel. On retrouve un exercice sur la même formule dans un autre papyrus d'Oxyrhynchos, 3962, où cette fois-ci, une première main, celle du maître, a écrit l'incipit de cette formule, hein, pour servir de modèle à la seconde main, celle de notre apprenti qui l'a recopiée. Hein, vous voyez ici, première main, et à nouveau la même formule qui a été répétée par une deuxième personne. Et donc on a ici un exercice sur le même matériau textuel, mais pratiqué non à partir d'un vieux document, mais d'un modèle qui est expressément, qui est intentionnellement copié par le maître dans le cadre d'un enseignement. Et ici, vous remarquerez aussi que le type d'écriture est très différent de celui qu'on vient de voir. Alors, quant au mot skedarion répété 4 fois, eh bien, il signifie en grec brouillon. Et on le retrouve dans un autre document réel, contemporain, qui est le papyrus Oxyrhynchos 2416, orthographié exactement de la même façon, puisque normalement, en bon grec, on devrait dire skedarion et non pas skidarion. Un autre exemple, avec ce papyrus d'Oxyrhynchos, le numéro 2024, c'est une comptabilité qui est datable des années 575-599, établie par l'intendant, le pronoète Théodore, où une main ultérieure a ajouté dans les parties vierges des formules et des mots extraits de celles-ci. Ce sont ces parties que j'ai mises en rouge. Et vous voyez qu'en fait, il a mis ici, il s'est exercé sur un titre, hein, Gnosis ton intro eiton, hein, Gnosis ça veut dire liste, et ici il s'est exercé avec ce qu'on appelle des adresses épistolaires, c'est-à-dire lorsqu'on écrivait une lettre, on mettait au verso de la lettre l'adresse, la personne à qui la lettre devait être envoyée. Une fois que la lettre était enroulée, seule l'adresse était visible, et cette adresse suivait un formulaire bien typique et une écriture bien typique, comme j'aurai l'occasion de vous le montrer très bientôt. Et puis, dernier exemple,
avec ce papyrus toujours d'Oxyrhynchos, papyrus 2025, qui offre des comptes et des ajouts qui s'avèrent être de la même main. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on a les comptes et les ajouts dans les parties laissées vacantes de ce compte qui ont été faits par la même personne que la main qui a rédigé le texte original. Ce qui signifie que les comptes eux-mêmes pourraient être un exercice. Et donc, Giuseppina Azzarello en conclut que le papyrus témoignerait de l'existence d'exercices visant différents objectifs, tels que la sélection, la classification et la synthèse des données, c'est-à-dire l'établissement d'une comptabilité, en plus de la pratique de l'écriture manuscrite. Et là, ce serait plutôt les mots ajoutés qui témoigneraient de ce type d'enseignement. Tous basés, nous dit-elle, sur les comptes des Apions. Alors, on pourrait multiplier les exemples. Pour conclure avec Giuseppina Azzarello, eh bien, on peut dire que la présence d'exercices d'écriture sur des documents du dossier Appion indique que des papiers obsolètes, des vieux documents provenant des bureaux du domaine étaient utilisés comme modèle et parfois aussi comme brouillon par des apprentis clercs qui s'exerçaient à leur métier. Il est possible que ces exercices aient fait partie d'un programme éducatif proposé dans une école locale où des compétences professionnelles de haut niveau étaient enseignées en même temps que des compétences élémentaires. Alors, ce qui est intéressant dans le cas présent, c'est que, contrairement à ceux que nous avons étudiés précédemment, tous ces exercices ont une provenance et un contexte bien précis. Ils proviennent tous des archives des Apions, une illustre famille sénatoriale dont on suit l'histoire du 5e siècle jusqu'au 7e siècle. Alors, Appion I a été consul honoraire et préfet du prétoire d'Orient, pas n'importe qui. Appion II, son petit-fils, a même été consul ordinaire pour l'année 539, ce qui nous vaut ces diptyques consulaires à son nom. Il a reçu aussi le prestigieux titre aulique de proto-patrikios, donc premier patrice. Il résidait à Constantinople, dans un palais près de l'hippodrome, palais qui a donné son nom à, voyez où se trouve l'hippodrome, qui a donné son nom à tout un quartier, les Ta Appionos. Nous perdons la trace de cette famille après la conquête sassanide, dans les années 630. Bref, une riche, une très influente famille à la tête d'immenses propriétés foncières formant ce qu'on appelle une glorieuse maison, un endoxotatos oikos en grec, comme on l'appelait à l'époque, un de ces grands domaines de sénateurs ou de hauts fonctionnaires qui, à côté des pieuses maisons, euageis oikoi, les domaines de l'Église, et à côté de la divine maison, la teios oikos ou domus divina, propriété de l'empereur et de sa famille, eh bien, sont les plus éloquentes expressions de la tendance à la concentration foncière qu'a connue l'Égypte entre le IVe et le Ve siècle. Et même, on peut dire, le VIe. La glorieuse maison des Apions était constituée de domaines se trouvant sur plusieurs nomes, principalement le nome oxyrhynchite, mais aussi le nome sinopolite, l'arsinoïte et l'héracléopolite. Vous voyez à peu près où se trouve Arsinoé, Héracléopolis, Sinopolis et Oxyrhynchos. Donc vous voyez la zone extrêmement large où se trouvaient les domaines des Apions. Alors, ils étaient situés sur le territoire de villages, des comailles et des hameaux, epoikia, regroupés en unités appelées des prostaciae ou pronoesae, qui étaient ayant sous leur responsabilité plusieurs centaines jusqu'à 1 millier de personnes et dirigées donc par des pronoètes,
Pronoète, ça vient de pronoein, veiller à, donc c'est celui qui veille, l'intendant, le gérant. À leur tour, ces pronoesiai étaient regroupés en dioikesiai, dirigés par des diocètes, du grec dioikeo, qui veut dire gérer. Chacun de ces niveaux était donc administré par des agents qui en géraient non seulement les activités économiques, mais aussi la fiscalité et un certain nombre de services municipaux ou gouvernementaux dont l'État se déchargeait sur les grands propriétaires en vertu du statut semi-public qu'ont acquis les grands domaines, comme la police, les postes, la perception des impôts, etc. Je vous renvoie pour cela à l'étude classique de Jean Gascou sur les grands domaines, la cité et l'État dans l'Égypte byzantine. Alors, un contrat d'engagement de pronoète de 583 nous montre quelles sont les activités de ce type d'agent. Voici le texte, je vous lis la traduction. « Je m'engage à occuper le poste de pronoète ou d'hypodecte. Je m'engage à procéder de manière appropriée avec les colons qui sont redevables, conformément au rôle fiscal, donc au registre fiscal qui m'aura été communiqué par les vénérables cartulaires. Les cartulaires, ce sont ceux qui gèrent les documents, notamment et principalement fiscaux, les vénérables cartulaires de votre glorieuse maison, afin de percevoir et de verser à votre Excellence ou à ceux qui lui appartiennent tout ce qui est dû, à savoir le blé au batelier public, c'est-à-dire ce qu'on appelle la nonne civile, le blé qui était envoyé à Alexandrie et ensuite à Constantinople, à savoir le blé au batelier public de votre honorable maison et l'impôt en numéraire au clarissime banquier de la dite glorieuse maison, conformément au reçu que j'aurais émis à tous les colons redevables de cette pronoesia. » Et le texte continue et liste d'autres activités qu'est censé prendre en charge le pronoète. Vous voyez, une organisation aussi pyramidale, couvrant une telle superficie, exigeait évidemment une très lourde administration. Un texte de 541 laisse supposer qu'il y avait au moins 16 pronoesiai, ce qui représenterait une population à gérer de plus de 10 000 personnes. Une telle masse d'agents à employer posait évidemment le problème de leur recrutement et donc de leur formation. Les Appions ont dû nécessairement prendre en charge l'instruction de leurs futurs cadres en ouvrant des écoles spécialisées. Alors, Giuseppina Azzarello pense retrouver la trace d'une de ces écoles dans un document des mêmes archives. Il s'agit d'un papyrus Oxyrhynchos 3952 qui date d'avant 610. Ce texte est précisément un contrat d'engagement d'un pronoète du nom de Phoibamon. Et comme il était nécessaire dans ce type de contrat, celui qui est engagé se doit de produire un garant, qui soit garant du fait qu'il ne posera pas de problème plus tard. Il se trouve que dans le cas présent, le nom du garant proposé par Phoibamon est en lacune malheureusement, mais il est présenté comme étant professeur de l'école méridionale, grammatodidaskalou tu notinu scholiou. Scholiou, scholion, scholeion, c'est l'école. Le terme grammatodidaskalos désigne normalement un professeur d'école primaire, mais le spectre de son enseignement a pu être plus large. Et pour Giuseppina Azzarello, si le garant du papyrus Oxyrhynchos 3952 était employé par la famille Appion dans sa fonction d'enseignant, l'école du Sud aurait été sous la direction de la Domus Gloriosia, c'est-à-dire le domaine des Appions. Il pourrait s'agir de l'école élémentaire et professionnelle, nous dit-elle, même dans laquelle les documents des Appions étaient utilisés à des fins d'enseignement. Alors, notre maître, à côté de ses fonctions d'instituteur, a pu effectivement former Phoibamon
à la gestion et s'être ensuite porté garant pour qu'il puisse devenir un intendant du domaine des Appions. Alors, quoiqu'indémontrable, l'hypothèse est séduisante. Elle n'est cependant pas complètement nécessaire. Il y a pu y avoir des formations au métier de prenoète ou de diocète, indépendamment des écoles généralistes. Celles-ci ont pu d'ailleurs se tenir dans les bureaux mêmes où exerçaient les agents administratifs des Appions, dont les vieilles paperasses pouvaient justement, on l'a vu, servir d'exercice de copie. Et il y a eu très certainement plusieurs endroits où les apprentis pronoètes pouvaient être formés. Alors, au-delà de cette hypothèse, un fait subsiste. En plus des nombreux papyrus contenant des exercices liés à la comptabilité du domaine des Appions, eh bien, une bonne partie des tablettes, dont je vous ai présenté quelques exemples la semaine dernière, des tablettes qui ont été écrites dans le cadre d'une formation spécialisée dans le domaine de la gestion, mais aussi, comme nous le verrons, du notariat, eh bien, semblent provenir d'Oxyrhynchos. Vous avez ici la liste que l'éditrice des tablettes de Yale, que je vous ai montré la semaine dernière, a établie, de toutes les tablettes contenant des exercices de documents juridiques, et vous voyez que, à l'exception d'une, elles proviennent toutes de la zone où se trouvaient les domaines des Appions. Donc soit Oxyrhynchos, soit les nomes adjacents, c'est-à-dire l'Héracléopolite, le Sinopolite et l'Arsinoïte, où les Appions, je vous l'ai dit, avaient précisément leurs propriétés. Et vous voyez que ces documents datent de la période d'activité justement de la glorieuse maison des Appions, entre le 5e et le 7e siècle. Il n'est pas trop aventureux de mettre en relation la multiplication de ces tablettes avec le fonctionnement du domaine des Appions et de conclure que leurs besoins en agents administratifs ont encouragé ces grands propriétaires à favoriser le développement de filières professionnelles destinées à former les cadres dont ils avaient besoin. Alors que tant de papyrus relevant de la formation spécialisée persistent à rester muets sur leur contexte et leurs acteurs, eh bien, grâce aux Appions, nous avons pu enfin donner à l'enseignement professionnel un cadre historique et, si je puis dire, conjurer la malédiction qui pesait sur l'enseignement professionnel, si difficile à resituer dans les conditions où il a pu être dispensé. Alors, laissons les apprentis managers à leurs chiffres pour nous intéresser au domaine des lettres. Avant même de savoir compter et de jongler avec les opérations mathématiques et les valeurs métrologiques, eh bien, il faut savoir écrire. Alors, évidemment, je ne parle pas des compétences qu'on acquiert chez le grammatiste, chez le maître d'école élémentaire. Connaître ses lettres, savoir combiner les lettres pour écrire des mots et des phrases, ces compétences élémentaires ne font pas de vous un professionnel de l'écrit, à savoir quelqu'un qui, avant de maîtriser le formulaire des documents comme les lettres, les reçus, les contrats, doit assimiler les styles d'écriture propres à chacun de ces documents, ou quelqu'un qui, avant d'entrer dans le contenu d'une œuvre littéraire, doit posséder les arcanes de l'écriture calligraphique sans laquelle on ne peut copier un manuscrit. En effet, grand est le fossé entre les aptitudes acquises chez le grammatiste et celles nécessaires pour devenir secrétaire de bureau, je prends le terme dans un sens large, ou copiste. Alors je vous propose maintenant de suivre la formation par laquelle on passait toute personne se destinant à devenir scribe ou à devenir copiste. L'apprentissage de l'écriture professionnelle. Cette qualification n'était pas forcément une fin en soi. Elle pouvait mener à une grande diversité de métiers selon qu'elle était appliquée à des types particuliers de textes, comme les documents administratifs ou juridiques, et combinée à des apprentissages spécialisés comme la comptabilité, on l'a vu, le droit ou la tachygraphie, on le verra. Ici,
je focaliserai mon propos sur la seule acquisition des écritures professionnelles, sans préjuger des professions où exerceront ceux qui en font l'apprentissage. Le secrétariat ou ce qu'on appelle la librairie, la librairie, c'est-à-dire la copie des textes, c'est le terme libraire désigne, librairie désigne dans l'Antiquité l'activité de copiste professionnel, le librarius. Donc le secrétariat ou la librairie sont celles qui s'ouvrent les plus immédiatement à eux. Mais comme nous le verrons, en acquérant d'autres formes d'expertise, ils pourront s'orienter dans d'autres filières, vers d'autres métiers. Alors je m'appuierai sur des exercices d'écriture qui nous sont parvenus en grand nombre et dont je vais essayer de vous présenter un échantillon représentatif et raisonné. Je partirai du principe que ces exercices relevaient d'une formation tout en étant bien conscient, et j'insiste là-dessus, tout en étant bien conscient qu'il est presque impossible d'évacuer l'hypothèse que certains de ces exercices aient été des entraînements, plutôt des entraînements de scribes ou de copistes déjà aguerris, ce qu'on pourrait appeler des probationes penae, des essais de plumes, semblables aux gammes que s'astreint à faire régulièrement un pianiste professionnel. Seule la qualité d'écriture serait susceptible de nous permettre de faire la différence entre les deux. Mais comment faire la différence entre un apprenti qui a atteint un bon niveau et un professionnel? D'ailleurs, ne restons-nous pas toute notre vie professionnelle des éternels apprentis en quête de continuel perfectionnement? Apprentissage ou entraînement sont donc finalement deux aspects du même phénomène. L'acquisition, qu'elle soit initiale ou qu'elle soit tout au long de la vie, comme on dit maintenant, de compétences professionnelles. Et d'ailleurs, les Anglais utilisent le même mot pour les deux, training. Alors, à l'heure où l'écriture manuscrite n'est plus en soi une qualification professionnelle, les plus jeunes, ici, peuvent avoir du mal à comprendre le saut qualitatif qui pouvait exister entre écriture personnelle, celle qu'on acquiert à l'école et que l'on utilise dans la vie de tous les jours, et l'écriture professionnelle, c'est-à-dire celle que l'on se doit de pratiquer dans son métier. Mais les plus anciens d'entre nous se souviennent qu'il y a encore quelques décennies, avant que ne s'impose l'informatique, eh bien, le clerc de notaire, comme l'employé de mairie, avait recours pour rédiger un acte ou remplir un registre à des écritures extrêmement stylisées, extrêmement codifiées, bien différentes de celles qu'ils utilisaient eux-mêmes naturellement. Et voici des exemples de registres de l'état civil du début du XXe siècle et même ici du XVIIIe ou du début du XIXe. Vous voyez qu'on a affaire à des écritures, d'ailleurs qu'on retrouve de l'un à l'autre. C'était la même écriture qui est utilisée ici et là. Et vous voyez qu'il y a des jeux d'écriture, c'est-à-dire que mariage 2 est écrit dans un type d'écriture inclinée qui n'est pas celui du nom de la personne. Et on a, là aussi, vous avez un titre qui est écrit dans une écriture inclinée, alors qui est différente de celle qui est utilisée dans le reste du document. Donc vous voyez que les écritures étaient extrêmement stylisées, mais il ne faudrait pas penser d'ailleurs que ça a complètement disparu. Il y a vendredi dernier, j'étais à l'Académie des inscriptions à belles-lettres et j'ai pu photographier les tableaux d'annonces. Et vous voyez que la personne ou les personnes qui ont rédigé ces tableaux ont utilisé des écritures extrêmement stylisées. Très éloignées évidemment de celles que ces mêmes personnes utilisent pour elles-mêmes dans la vie de tous les jours, j'imagine. Eh bien, il n'y a pas de raison de penser que ce même phénomène n'ait pas existé dans l'Antiquité, notamment à la fin de l'Antiquité, où l'on assiste à une sophistication du fait graphique avec la diversité des styles graphiques et un certain raffinement de leur emploi. Alors, les styles graphiques. Justement, les styles graphiques pouvaient varier d'une région à l'autre, d'un genre documentaire à l'autre et d'une partie
de document à l'autre, et à travers finalement les exercices que je vais vous présenter, d'une certaine façon, je vais vous faire un petit cours aussi de paléographie des écritures de l'Antiquité tardive. Alors commençons par les styles régionaux. Il ne faudrait pas croire que l'écriture professionnelle dans le domaine du document ait été un phénomène monolithique. Loin s'en faut. Les administrations de grands centres ont développé des styles qui leur étaient propres. Ainsi, les notaires d'Alexandrie, entre la fin du 5e et le début du 7e siècle, vous en avez un bel exemple ici, les secrétaires de bureau administratif du nome Héracléopolite au 4e, 5e, voire début 6e siècle, avaient aussi un type d'écriture avec des alphas extrêmement étirés, vous voyez la panse du alpha très oblique et étirée. Et puis, autre exemple, avec les agents du bureau des comptes, le logisterion d'Hermopolis, dans la seconde moitié du VIe siècle et du début du 7e siècle. C'est une écriture tout à fait caractéristique, et quand on voit même 3 mots sur un bout de papyrus avec cette écriture, on peut immédiatement dire « Ah, ça vient du bureau des comptes d'Hermopolis ». Ce ne sont là d'ailleurs que des exemples de ces diversités régionales, des écritures professionnelles. Il y en a beaucoup d'autres, mais je dois dire que c'est un domaine où il y a encore beaucoup de travail à faire. Le hasard des découvertes fait que nous n'avons d'exemple de cette initiation aux écritures régionales que pour le nome Héracléopolite. Alors, voilà un petit échantillon justement de ces exercices avec ce papyrus que vous avez à l'écran, qui date du 5e siècle et qui donne une série de mots sans rapport entre eux, didaskalei, 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 mélitone, qui peut être le pluriel de miel, ou bien un nom propre, eutukos, un adverbe, enfin bref, des mots qui sont mis sans ordre et qui ne font pas sens entre eux. Donc, il ne s'agit pas ici d'apprendre des formules, mais d'apprendre une écriture. Il a pris n'importe quel mot et qu'il a essayé d'écrire dans le style des bureaux administratifs du nome Héracléopolite. L'étape suivante sera évidemment de faire le même exercice, mais avec des formules typiques de ces documents que l'on retrouve dans les documents de l'époque. Un autre exercice du 6e, 7e siècle, où l'apprenti s'exerce ici avec des débuts, des incipits de documents. Vous avez une datation postconsulaire, vous avez des prescrits de documents incomplets, Flavius Philoxène, l'Élocantissime, qui est répété 5 fois, à Flavius Appion, tiens, on retrouve notre Appion, le Très Magnifique, répété 3 fois. Autre exercice du 5e siècle, cette fois-ci, l'exercice est constitué de bouts de compte. Certains groupes de lettres comme ax et ex, vous voyez, ont particulièrement retenu l'attention de notre apprenti. La forme fleurie du xi nécessitait de l'entraînement pour devenir naturel, et c'est ce qu'il a fait ici et là. Autre exemple, avec ce papyrus qui réutilise, en fait, c'est un vieux conte qui est réutilisé par un apprenti qui ajoute des bouts de mots ou de phrases, quitte à rendre ces ajouts illisibles tant ils se mêlent, vous voyez, au texte premier. Et cette fois-ci, c'est pas axe, mais c'est le phi, la lettre phi, qui a attiré l'attention de notre copiste, enfin notre apprenti scribe. Et alors, dans les espaces libres, il a écrit plusieurs fois des phi dans ce sens et aussi dans l'autre sens, jusqu'à ce qu'il maîtrise complètement cette lettre. Alors, à une même époque et en un même lieu, plusieurs styles d'écriture étaient simultanément en usage. Cette diversité s'explique aussi par le
non pas simplement donc par la situation géographique de celui qui écrit, mais par le genre documentaire qui conditionne pour une part le style d'écriture employé. C'est ce que j'appelle les styles génériques, donc par genre de document. Les genres se différenciaient ainsi par le style d'écriture. Et chaque période a développé ces modalités de différenciation qui fonctionnent souvent par opposition. À l'époque byzantine ou arabe, et là je vous ai mis un exemple du VIe et un exemple du 8e siècle, eh bien, une liste ou une comptabilité, qui sont des documents, enfin une liste ou une comptabilité sont écrites, vous voyez, dans des écritures droites. Et au 7e, 8e siècle, ce qu'on appelle d'ailleurs la minuscule, et qui sera utilisée ensuite dans les manuscrits d'époque médiévale. Et qui s'oppose à la cursive inclinée d'autres types de documents comme les lettres ou comme les actes juridiques, les contrats. Ici, vous avez un exemple du VIe siècle et ici un exemple du début du 8e siècle. Ces différenciations graphiques interviennent parfois à l'intérieur même d'un document, particulièrement à l'époque byzantine et arabe. C'est ce que j'ai appelé les styles infragénériques. Et voici deux exemples. Ici, vous avez un contrat qui vient du nom arsinoïde et vous voyez que la partie initiale, celle qui donne la date et le lieu où le document est rédigé, est dans une écriture inclinée, alors que le reste du document est dans une écriture droite. Ici, au contraire, vous avez une pétition du 7e siècle et vous voyez que le prescrit, c'est-à-dire le nom de la personne à qui s'adresse la pétition, en l'occurrence un personnage important, est écrit dans une écriture droite et en plus extrêmement étirée, alors que le reste du document, la pétition proprement dite, est écrite dans un style incliné. De même que nous avons développé avec l'imprimerie plusieurs casses ou styles, minuscules, capitales, petites capitales, romain, italique, gras, de même, les scribes de l'Antiquité tardive avaient à leur disposition des styles divers auxquels ils avaient recours à l'intérieur d'un document pour en visualiser les éléments constitutifs ou structurants, comme c'est bien le cas dans les deux exemples que je vous ai montrés. Ces styles jouent notamment sur l'inclination ou l'inclinaison de l'axe et l'étirement des lettres. L'apprenti doit donc s'initier à ces styles et plutôt que de vous montrer des exemples d'exercices relatifs à un style unique, eh bien, je préfère privilégier ceux qui concernent plusieurs styles à la fois, plus révélateurs du travail de nos apprentis scribes, pour autant que ceux-ci, après avoir appris les rudiments de chacun de ces styles, avaient au fait de s'exercer à les pratiquer de manière concomitante pour être évidemment capable d'en reconnaître les différences et passer aisément de l'un à l'autre. Voilà. Donc je m'arrête ici et je vous propose donc la semaine prochaine de vous montrer quelques exemples de ces exercices où à l'intérieur d'un même exercice, le scribe va se familiariser avec plusieurs styles qui étaient en usage dans la pratique documentaire de l'époque. Je vous remercie.